L'objectif de notre communication, c'est essayer de prendre un petit peu le contrepoint de la figure de la dette à l'intérieur de la littérature socio-économique. Peut-être faut-il commencer par essayer de faire un point sur ce qu'est la figure de la dette à l'intérieur de la littérature socio-économique. Disons que pour aller vite, il y a deux types de dettes qui traversent les études sociologiques et les études économiques. Il y a la dette privée des ménages, qui est un outil plus ou moins efficace au service de leur consommation, et il y a une dette publique qui pèse comme un risque financier pour l'État. Nous, ce qu'on voudrait essayer de démontrer ici, à l'intérieur de cette communication, c'est l'émergence d'un troisième type de dette, une dette qui est en train de reconfigurer la nature de la relation de travail, et notamment la nature de la relation salariale. Et pour cela, on fait une étude de la façon dont sont enregistrés à la fois le salaire et les prestations sociales, en nous arrêtant particulièrement sur les prestations étudiantes et les prestations vieillesse. Et donc, nous allons essayer de vous expliquer sur le temps long la façon dont évoluent les comptabilités des prestations vieillesse et des prestations étudiantes, en tant que ces comptabilités sont en quelque sorte le syndrome et le symptôme d'une réinterprétation de la relation salariale au sein d'une idéologie vers laquelle, finalement, seul le marché du travail serait légitime pour distribuer des ressources. Donc voilà, notre idée, elle est un peu simple, c'est de partir des normes comptables de l'enregistrement des prestations vieillesse et des prestations étudiantes, pour essayer d'en faire une sorte de témoin, pour voir comment est-ce qu'évolue l'idéologie économique en matière de distribution sociale. L'hypothèse est simple, on a pour cela un terrain, c'est donc ces normes de comptabilité, en sachant qu'à la fois, elles ont plusieurs niveaux d'existence. Ça peut être à la fois les normes de comptabilité nationale qui nous intéressent particulièrement parce qu'elles synthétisent l'ensemble des comptabilités des acteurs de la nation. Ça peut être les normes de la comptabilité privée et ça peut être les normes de comptabilité des budgets des ménages. On essaye de faire un peu un point sur l'évolution de chacune de ces comptabilités. Alors pour que le propos soit le plus clair possible, on fonctionnera en 3 points. Premier point, comment étaient enregistrées ces prestations vieillesse et ces prestations étudiantes dans l'idéologie keynésienne, au sein des normes de la comptabilité nationale, notamment parce que c'est elle qui synthétise la comptabilité des acteurs. Et puis ensuite, dans un deuxième point, on essaiera de comprendre la façon dont les réformes des politiques de vieillesse et des politiques étudiantes vont finalement introduire l'idée qu'il s'agit là de systèmes de gestion de dette, de systèmes de financement assis sur une gestion de dette, et tout cela passe par une réforme des comptes des acteurs et des comptes publics, et c'est ce qu'on essaiera de voir dans un deuxième point. Troisième point, on essaiera de voir la façon dont tout cela est à nouveau synthétisé, repris à l'intérieur des normes de la comptabilité nationale pour une réforme qui est encore en cours, donc qui n'est pas totalement aboutie. Donc commençons dans un premier point par la façon dont étaient enregistrées les prestations vieillesse et les prestations étudiantes au sein de la comptabilité nationale avant la grande réforme néolibérale. Alors, je vais aller à l'essentiel, peut-être avec un schéma qui nous servira de point de repère historique, qui est donc la façon dont ces prestations étaient enregistrées avant les réformes comptables. Pour aller à la hache, on peut dire que pour la comptabilité nationale, il y a un premier niveau de répartition qui est le niveau de la répartition primaire, qui permet d'obtenir une échelle des revenus sur laquelle on va placer à la fois les groupes sociaux, par exemple les cadres, les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers et les inactifs. Cette répartition primaire, elle est le fruit des transactions, notamment sur le marché du travail.
c'est-à-dire qu'elle est le fruit des arrangements salariaux. Et on obtient, à partir de ces arrangements salariaux, une échelle des salaires. Cette échelle des salaires, il y a deux institutions, une échelle des revenus primaires, notamment les revenus salariaux, il y a deux institutions qui vont agir dessus, l'État et la sécurité sociale. Comment est-ce qu'elles agissent dessus? Les cadres et l'ensemble des groupes sociaux contribuent à travers un système d'impôts et de cotisations, et l'État va redistribuer à travers un système de prestations sociales. Là, j'ai conscience que je ne vous apprends rien, mais c'est une sorte de point de départ pour essayer de voir comment est-ce que tout cela évolue. Ce que vous obtenez ici, c'est des revenus disponibles, avec l'idée que ces revenus disponibles ont notamment permis aux inactifs, donc en masse par exemple les étudiants et les retraités, de voir non pas leurs revenus rester à égalité, mais de voir leurs revenus disponibles augmenter à travers le système de prestations sociales. Alors, ça c'est le point de départ de l'imaginaire comptable keynésien en matière de prestations sociales. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la comptabilité, elle doit être tenue dans l'année, puisque tout ça, ce sont des flux qui ont lieu au cours d'une année. Elle nous dit que la justice mise en œuvre par l'État et la sécurité sociale, c'est une justice distributive qui a vocation à corriger les arrangements issus du monde salarial. Et enfin, elle nous dit que les groupes sociaux auxquels l'État se réfère, ce sont finalement des catégories socio-professionnelles. Donc, si vous prenez les grandes nomenclatures comptables, les grandes typologies comptables dans les années 70, les années 80, y compris jusqu'aux années 90 en matière de comptabilité nationale, vous retrouvez une segmentation entre revenus primaires et revenus disponibles qui permet notamment aux retraités classés dans les inactifs et aux étudiants classés dans les inactifs de voir corriger la faiblesse de leurs revenus primaires pour obtenir un revenu disponible plus important. C'est donc fondamentalement une justice redistributive qui est mise en œuvre par ces deux institutions. Et il faut l'avoir en tête, ces deux institutions sont censées corriger, en quelque sorte, ce qui est réalisé sur le marché du travail. Alors, ça c'est le point de départ, et on va voir qu'au fur et à mesure, progressivement, à la fois l'unité de temps comptable auquel se réfèrent les comptables va changer, les groupes sociaux auxquels se réfèrent les comptables vont changer, et la justice auquel vont se référer les comptables va changer progressivement, mais c'est l'objet de ce que va essayer d'introduire Aurélie. Alors à ce stade de notre réflexion commune, en fait, on fait l'hypothèse que les transformations comptables que Yann va synthétiser après moi, à ce stade de notre réflexion, il nous semble qu'elles sont d'abord liées à des réformes menées dans des cadres nationaux, et notamment à deux réformes qui portent sur les études supérieures et sur la retraite, menées respectivement au Royaume-Uni et en Suède. C'est ainsi que là, je vais essayer de revenir sur ces deux réformes nationales pour vous en exposer au mieux la logique et vous montrer à quel point elles participent des transformations comptables, radicales par rapport à l'imaginaire keynésien. La première de ces réformes, donc, porte sur le Royaume-Uni et les étudiants, les prestations qu'ils touchent, avec, de 1987 à 2010, une série de 4 réformes qui remplacent le régime antérieur de financement des étudiants par un nouveau régime que j'appelle le Student Finance. Avant, pour le dire vite, on avait un système qui garantissait aux étudiants anglais un paiement par la collectivité de leurs frais d'inscription et puis la garantie d'un certain revenu pour subvenir à leurs besoins. Or, à partir de 1987 et jusqu'à 2010, c'est un nouveau système qui se met en place, qui articule de façon relativement fine, d'une part des frais d'inscription qui couvrent la quasi-totalité du coût de production universitaire,
des bourses pour les étudiants les plus défavorisés, des bourses distribuées sous conditions de ressources d'un montant relativement faible, et des prêts financés par l'État, j'y reviendrai, destinés au paiement des frais d'inscription et des frais de vie courante. Alors c'est un système qui articule différents principes de façon relativement fine, dans le sens où il pose les étudiants les plus défavorisés et leur activité d'études et leurs relations de travail comme les objets d'un subventionnement non remboursable, un subventionnement public non remboursable, au nom de la solidarité nationale, des transferts de ressources des plus riches vers les plus pauvres, et d'autre part, plus généralement, avec le capitalisme, ces cadres de pensée, ces institutions, on pose les étudiants, on pose les études comme une marchandise, et les étudiants, d'une part comme des consommateurs, qui doivent donc payer pour accéder aux études, et d'autre part comme des personnes qui peuvent faire l'objet d'un subventionnement public remboursable, au nom, cette fois-ci, de l'emploi futur qu'ils occuperont, ou alors, éventuellement, au nom de l'emploi qu'ils occupent pendant leurs études. Dernière caractéristique de système, vous avez un État qui est extrêmement présent, avec des fiscalités dédiées au paiement des bourses, dédiées au paiement des prêts qui ne seront pas remboursés, et puis une fiscalité qui est dédiée, là encore, aux prêts, à la partie remboursée des prêts, et puis avec un État qui contrôle l'ensemble du système, notamment par le biais d'agences gouvernementales qui contrôlent les frais d'inscription et qui distribuent les prêts. Dans le même temps, en Suède, on a affaire à une autre réforme menée au milieu des années 90 qui change la nature du système antérieur, un système qui était assez classique, qui permettait en répartition de distribuer des prestations forfaitaires aux retraités et organiser le bénéfice d'une épargne d'entreprise capitalisée pour compléter les prestations. Ce système, je fais vite parce qu'on manque de temps, mais on pourrait y revenir si je ne suis pas clair, et puis en même temps je parle sous le contrôle de Yann. Ce système est radicalement transformé par une réforme au milieu des années 90 qui change la nature profonde de la partie en répartition de la retraite et qui crée des comptes par points, des comptes individuels où les travailleurs, les travailleuses vont devoir cotiser pour pouvoir s'assurer une retraite qui sera dorénavant calculée non plus selon un forfait défini politiquement, mais qui sera dorénavant calculée en faisant la somme des points accumulés par les étudiants, par les retraités, par les retraités, et en divisant cette somme des points accumulés par les retraités par l'espérance de vie de la cohorte, de la génération à laquelle ils appartiennent au moment de la liquidation de la retraite. C'est-à-dire qu'on pousse une certaine idée de la retraite jusqu'à un certain point, une représentation sous forme d'épargne, et on le verra, de dette de la retraite, en divisant la somme des points accumulés par l'espérance de vie de la personne au moment où elle liquide sa retraite. L'espérance de vie de la personne et de sa génération au moment où elle décide de liquider sa retraite. Là encore, on a un système qui est particulièrement contrôlé par l'État, puisque c'est encore l'État qui finance cette affaire, qui organise la collecte des ressources et puis qui peut éventuellement contrôler le prix du point, le faire évoluer. Dans les deux cas, le trait d'union entre la réforme anglaise et puis la réforme suédoise, c'est que ça a donné lieu à des transformations comptables radicales qui bouleversent complètement le schéma que vous a présenté Yann auparavant, dans le sens où elles organisent une nouvelle mise en compte, un nouvel enregistrement des prestations retraite et vieillesse. Alors effectivement, on est toujours dans un moment, dans les faits, vous comprenez bien que la fiction néolibérale ne se retrouve pas. On a toujours des étudiants qui touchent des ressources fiscales, des cotisations sociales. On a toujours des retraités qui touchent en fait des prélèvements fiscaux et des cotisations sociales qui sont collectés à un moment T. Il n'empêche que
les réformateurs, après la mise en place de ces réformes dans les deux pays, vont changer la mise en compte de ces prestations. Alors on retrouve une comptabilité de transfert, une comptabilité de flux, elle est toujours là, mais cette fois-ci elle va se limiter, elle va enregistrer uniquement les bourses versées, les dépenses pures de l'État versées aux étudiants et aux retraités, ce qu'on considère être vraiment comme les dépenses pures, à savoir le minimum vieillesse des retraités suédois par exemple, mais aussi les bourses versées aux étudiants les plus défavorisés. Et à côté de ça, ce que vont faire les comptables nationaux, c'est qu'ils vont créer des comptes de capital, des comptes de patrimoine, où ils vont enregistrer différemment une partie des prestations étudiantes et une partie des prestations retraite, les enregistrer d'une manière telle que, par exemple, la retraite suédoise a un T, le montant des retraites effectivement versées par le gouvernement suédois va être inscrit pour le... Je regarde mes notes pour éviter d'être pour être le plus clair possible. Les retraites effectivement versées par le gouvernement suédois vont être inscrites les retraites effectivement versées vont être inscrites au passif de l'État, au passif de l'État, dans les comptes de l'État, être enregistrées comme une dette de l'État vis-à-vis des ménages, tandis que du côté des ménages, les retraites effectivement perçues vont diminuer l'actif des ménages, à savoir le titre de créance que les ménages possèdent sur l'État. Alors qu'au Royaume-Uni, ce qui va se passer, c'est que la partie des prêts distribués chaque année va être enregistrée non plus comme une dépense pure, mais on va considérer qu'elle va être remboursée, donc elle va être enregistrée comme un titre de créance de l'État, un actif de l'État que l'État détient sur les ménages, et à l'inverse, les prêts effectivement remboursés par les personnes, par les étudiants, vont diminuer leur passif, la dette que détiennent ces ménages. On a donc une certaine vision de la comptabilité, une certaine vision des prestations retraite et étudiantes qui se révèle. Peut-être que Yann peut synthétiser très vite. Je réponds 2 minutes. 2 minutes, parfait. Bon, comment est-ce que tout ça se débouche en termes de représentation comptable? Le symétrique de ça, c'est que vous avez désormais un État et une sécurité sociale qui sont toujours là, avec 3 périodes de la vie. Les études, l'activité et la retraite. En termes de comptabilité, c'est désormais les étudiants qui contractent une dette au cours de leur période d'études vis-à-vis de l'État. L'État, en échange, distribue des prestations sociales. Cette dette, elle est remboursée pendant l'activité par les étudiants qui remboursent leur dette. Et en échange, l'État réduit l'endettement des étudiants. Pendant cette même période d'activité, les actifs cotisent à la sécurité sociale qui va être enregistré comme un patrimoine des actifs, patrimoine consommé par les actifs pendant la retraite. Donc l'État distribue des prestations sociales pendant la retraite. En échange, il consomme le patrimoine. Mais ce qui est intéressant, c'est donc qu'on est passé d'une logique de flux à une logique de patrimoine, d'une unité de temps annuelle à une unité de temps qui correspond au cycle de vie, et d'une justice distributive vers une justice commutative dans laquelle seules les ressources acquises sur le marché du travail permettent d'obtenir des ressources authentiquement légitimes. Et donc on a derrière finalement l'idéologie néolibérale, non pas une volonté de réduire la dette, mais une volonté de l'étendre comme un langage économique universel.